On est en direct là, mais moi j'ai pas le live. Alors redémarre l'appli, des fois c'est... Tu crois que je vais redémarrer? Ouais, tu peux redémarrer. C'est bon. C'est bon. Bonjour à tous. Nous sommes en direct, paraît-il. Nous sommes en direct. Vous êtes prêts? Ready. Toi, t'es le nouveau chroniqueur de l'émission. Hein. Eh bien écoutez, salut à tous, bienvenue sur le Jump Seat. On vous avait promis une surprise pour aujourd'hui. Nous sommes en direct du musée de l'aviation Clément Ader sur la magnifique plateforme de Lyon-Corba. Bienvenue à tous sur le Jump Seat. Quel plus beau décor que ces avions autour de nous. On va vous en montrer plein, on a plein de surprises. Gilles Roy, rédacteur en chef de l'émission et de Aérobuzz, et l'un de nos invités, Christian. Non, Bernard. Ça y est. On avait quand même... Heureusement que c'est pas du direct, on pourra la refaire. Hein. Ouais, on va refaire. Bernard Trible. Allez, c'est parti. Bienvenue à tous sur le Jump Seat. Action. Bienvenue à tous sur le Jump Seat en direct du musée de l'aviation Clément Ader à Lyon-Corba. Nous sommes très heureux d'être là avec vous. Gilles Roy à mes côtés et Bernard Trible, président du musée. Salut Bernard. Bonjour. Alors tu nous accueilles aujourd'hui, tu nous ouvres les portes du musée un mardi. Alors il faut rappeler que le mardi c'est un jour de fermeture. Tout à fait exact. Ton équipe et toi, vous nous ouvrez les portes exceptionnellement pour le Jump Seat. Alors on est vraiment super content d'être là. Et c'est un grand plaisir pour nous. Il y a du vol à voile, il y a du parachutisme. D'ailleurs le Pilatus qui arrive là, il n'arrête pas de faire des rotations depuis ce matin, il vient de larguer. On va peut-être pas tarder à aller voir. Ça n'arrête pas, hein. Il y a de la vie ici. Hein. Absolument. Ouais. Absolument, c'est une plateforme, une des rares plateformes françaises où toutes les activités aéronautiques de plaisir, de loisirs sont rassemblées. Alors on va vous en montrer un petit peu tout à l'heure en se baladant parce qu'on a 3 hangars à voir. On va commencer par l'extérieur. Quelques mots sur le musée, Bernard. Il existe, alors il y avait une association avant, mais il a ouvert ses portes il y a un peu plus de 10 ans. Ce musée, c'est le musée Clément Ader, qui est le musée de l'aviation française. Je précise et j'y tiens. Important de le préciser, aviation française. Et on va avoir plein de pépites à vous montrer. On va faire un saut dans l'histoire tout à l'heure. On va vous montrer des sacrées machines, dont une qui est monument historique. Ici, il faut aussi dire qu'ils sont tous bénévoles au musée. Hein. Nous sommes exactement 126, 126 individus, si j'ose dire, qui constituent l'effectif de l'association, et à 100%, moi y compris d'ailleurs, bénévoles. Il y a combien de machines au total? 41 aéronefs. Aéronefs, hein, exactement. En rassemblant tout ce qui se situe autour du terme aéronef, planeur, hélicoptère, avion. Et avion. C'est une belle accroche ça, hein. Absolument. Quand on passe là devant le musée, on voit des hangars. Alors je rappelle que les hangars sont les anciens hangars de la LAT. Exact. Hein, qui abritait le 5e régiment d'hélicoptères légers voilà. Jusqu'en 98. Jusqu'en 98. Tout à fait. Voilà. Donc il y a ça fait trois magnifiques hangars, je crois. Même un peu il y a 2 hangars d'origine à LAT, voilà. Plus le hangar provisoire qui nous sert actuellement, vous le verrez tout à l'heure, qui nous sert de chantier de restauration. Vous avez vu un peu comment on vous tease un petit peu tout ce que vous allez voir? Cet avion qui est un avion de l'armée de l'air, certes, donc militaire, mais qui n'est pas un avion d'armes, il s'ennuie un petit peu tout seul. Alors finalement, et c'est tout récent, nous avons opté pour un 2e Falcon 20, enfin Mystère 20 pour être précis, parce que le Falcon c'est surtout pour les civils, oui. Et qui va être, qui est déjà d'ailleurs, un avion qui servait pour l'entraînement des équipages de Mirage 2000 nucléaire, de Mylène. D'accord. Ce qu'on appelle la version SITAC. Donc, et c'est un avion qui va rejoindre la collection? Il est réservé pour le musée Clément Ader. D'accord, ok. Et actuellement, il est où? Il est à Luxeuil. Alfred nous demande s'il viendra en vol. Non, ça c'est maintenant un petit peu utopique que de penser à une livraison en vol, pour des tas de raisons qu'il n'est pas opportun de révéler maintenant ou d'aborder. Nos équipes feront comme ils ont fait pour celui-ci, c'est-à-dire ils iront là où se situe l'avion pour le démonter. Il sera transporté par notre fidèle transporteur et remonté, restauré ici bien entendu. Alors, on va poursuivre la visite. Regardez cette magnifique machine, le N262. C'est aussi une superbe façon d'attirer l'attention quand on est dans le secteur. Voilà, à l'entrée du musée, il est en permanence à l'extérieur avec le Falcon 20. C'est le début de notre grande visite. À côté de nous, Vincent Isaac. Oui, c'est un de tes bébés. Présente-toi, Vincent. Je suis un ancien pilote d'aéronaval.
Ouais, je te le tiens. Je suis un ancien pilote d'aéronaval et on revient à ses premières amours. C'était un avion qui était utilisé pour faire la spécialisation multimoteur dans l'aéronaval. Hein. Donc c'était un peu l'avion spécialiste des pannes au décollage. Hein. Et sur un beau pays qui était Ajaccio. Hein. T'as volé combien d'années dessus? 4 ans. 4 ans? 4 ans plus un peu de rab puisque j'ai fait de l'essai-réception après. Voilà. Donc on l'utilisait pour former les élèves. Donc c'était une formation à peu près identique à celle de Saint-Yan. Hein. Donc on était agréés et ça se passait très très bien. On gardait les élèves pour une petite grossesse nerveuse de 9 mois. Et raconte-nous ton parcours aéronautique alors. T'as fait combien d'années toi à l'aéronaval? 16 ans. Puis j'ai commencé sur Breguet Atlantique. Après j'ai fait du DC-3. Après du Nord 262 comme instructeur. Et j'ai terminé ma carrière en essai-réception, qui est une escadrille qui n'a pas perduré, qui était basée à Cuers, où on faisait tous les vols d'essai, de réception, sous l'égide du CEV. Et aujourd'hui, Vincent, donc, tu es bénévole au musée? Voilà. C'est quoi la vie d'un bénévole au musée de l'aviation de Clément Ader à Corba, Lyon-Corba? C'est un métier de bénévolat, c'est toujours bien, ça nous rapproche de nos premières amours. Et puis en même temps, c'est un petit clin d'œil pour remercier cette carrière militaire qui a été très riche. Hein. Donc ça s'oublie pas. Bon alors Vincent, celui-là, c'est un exemplaire qui a été modifié. En 82, la marine a voulu récupérer ces avions pour en faire des avions d'entraînement à la patrouille maritime. Donc il y en a 12 qui ont été modifiés et on va voir à l'intérieur, il a été modifié pour entraîner, je dirais, les navigateurs, les électroniciens, les radaristes et les mécanos qui étaient à bord des équipages de Breguet Atlantique. Vous vous doutez que ça revient moins cher de l'heure de vol qu'une heure de Breguet Atlantique. Effectivement. Alors on va rentrer en cabine, on va vous montrer ça. Juste pour l'anecdote, avant qu'on débute l'émission, il a été bichonné l'appareil, Oui. lavé. On essaye de le maintenir. Alors il a des problèmes de tout avion restant à l'extérieur, donc on en prend soin. Le principal ennemi, c'est le soleil. Hein. Donc on essaye de le surveiller, sachant qu'il y a quand même des dégivreurs qui sont des Goodrich, c'est du caoutchouc et il faut les préserver. Hein. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que sur ce musée, il n'y a que 2 avions qui sont à l'extérieur. Et on va voir, Ouais. le musée est riche, Ouais. il y a un nombre incroyable d'avions. Vous avez réussi à tous les mettre à l'abri. Donc ça c'est remarquable. Ils sont un peu trop serrés maintenant, hein, mais il faut absolument, parce que les avions qui restent dehors sans rien, la veille où il nous a été livré, celui-là, il y en a un qui a été livré au musée de l'air, qui est dans les réserves du musée de l'air, qui reste depuis 13 ans dans les réserves, et en fait il s'abîme. Hein. Alors nous on essaye de le préserver. Voilà. On va le visiter? On va le visiter. Je monte. Alors pour des raisons pratiques, je vais essayer de remettre mon micro sans le filaire. Je vous expliquerai. Hein. Alors voilà, ce que je te propose Vincent, c'est qu'on va se montrer un petit peu la cabine. On va rester un peu sur l'arrière pour commencer, pour qu'on ait une belle vue. Nous avons le privilège, et merci encore de ton accueil et toute l'équipe du musée, d'être dans la cabine du Nord 262. Tu as volé sur cette machine? Oui, pendant à peu près, j'ai fait 4 ans dessus en tant qu'instructeur. Et il n'était pas dans cette configuration, hein, il était dans une configuration transport passager. Hein. Donc on avait 10 sièges simples de ce côté-là et 10 sièges doubles de ce côté-là, donc 30 personnes. Hein. Voilà, donc celui-là, il a été modifié. Il y en a 12 Voilà. sur la série qui a été modifié pour faire. faire de l'entraînement à la patrouille maritime. Hein. Alors, justement, qu'est-ce qu'on a alors? Alors ici, le premier poste de travail, contrairement, ça paraît un peu rétro, mais c'est le poste du radio. Donc on a une sorte de télétype, bon, pour parler normalement, je dirais une sorte de téléx qui peut être codé, plus
Le morse. le morse. Hein. Oh là là. Donc on fait. Regardez. Alors on travaille avec. Vas-y, recule un petit peu, Vincent. Ouais. On travaille donc avec une BLU. Hein. Voilà. Rendez-vous sur Jumpseat. Voilà. Je vous en montrerai un de Jumpseat. Il y en a un dans cette avion. Ah oui, on va en voir pas mal, je pense, de Jumpseat aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Alors là, c'est l'entraînement. Cet avion est équipé d'un système de détection des radars. Donc on peut analyser une fréquence radar et savoir exactement quel type de radar émet. Hein. Donc c'est un avion, c'est la partie de la formation des électroniciens. Hein. Donc ça s'appelle un ARAR. Ici, vous avez le navigateur. Donc il y a une table traçante qui est une table très très classique, hein, avec un système de coordonnées à X, Y. On mettait un calque là-dessus et puis le navigateur pointait les positions. On pouvait, alors la marine a retiré le GPS, on pouvait se recaler au GPS, mais on pouvait aussi travailler à l'ancienne. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, au-dessus de la tête de Gilles, il y a de quoi mettre un sextant. Oh Gilles, Ici, là. Là-haut. On peut mettre un sextant là-haut. Donc on pouvait faire de la navigation aux étoiles. Et puis on avait un dérivomètre. Je me souviens très bien de ce vieux dérivomètre. C'est une reprise, ça venait des DC3. Hein, voilà. Hein, on voit l'herbe dessous. Hein. Alors évidemment, là, vous ne pouvez pas, à l'image, le ressentir, mais ça sent... Ça sent l'avion. Ça sent l'avion. Ouais. Ça sent l'huile. On l'arrête. Il vit encore cet avion. Voilà. Il est malheureusement, on l'aère parce que autrement ça sentirait trop fort. C'est pour ça que vous voyez là-bas la porte cargo qui est ouverte. On va aller vers l'avant. Et puis en fait, après, il y a le radariste qui est un radar. Alors c'est un radar qui est un peu spécial. C'est un radar anti-sous-marin qui peut détecter des petits objets. Donc il peut être utilisé par les pilotes pour l'utiliser comme radar météo. D'accord? C'est pour ça que vous avez une commande qui permet d'avoir la commande à partir du poste avant ou du poste arrière ici. Il y a Alfred qui nous demande sur le chat les racks vides. Qu'est-ce qu'on mettait ici? Alors il y a des tendeurs. Alors les tendeurs, ils sont d'origine? Oui. C'est pour fixer tout ce qui va être, je dirais, amovible. Les gens peuvent de temps en temps se débarrasser de leur Mae West et ils la posaient là. Il pouvait y avoir des sacoches pour des papiers, etc. D'accord. Différentes choses ça permettait de fixer un peu les choses. Hein. Très bien. Voilà. Et puis on va passer la soute qui est là. On continue la visite. Direct sur Jumpseat de Lyon-Corba du musée de l'aviation Clément Ader. Alors à bord du Nord 262. Là-dessous, vous avez le radar. Cet équipement a été rajouté justement, c'est toute la partie radar et émission radar qui est là. D'accord. Ensuite, ce rack existait déjà. Et puis le poste de pilotage. Et là-dessous, vous avez un Jumpseat qui était le siège mécano. Ah ouais, donc il se soulevait. Ah oui, il est un peu... Ouais. D'accord, bon, enfin là il y a un Jumpseat là. Et c'était la place du mécano parce que quand on était en instruction, on travaillait en couple avec un mécano qui surveillait l'élève et le moniteur assurait beaucoup la sécurité à côté. Mais c'était un mécano OMN alors hein? Oui. D'accord. Un mécano navigant. En permanence voilà. sur chaque vol. Hein. Alors on voit le cockpit, là tu nous le décris un petit peu là, alors c'est un cockpit très simple hein. et il est assez large, assez confortable. Il a été créé dans les années 60 et on a déjà un cockpit très fonctionnel. C'est-à-dire qu'en fait, pratiquement tous les instruments sont dédoublés, bien sûr, mais il y a une logique dans la position des instruments. Alors, on a devant chaque pilote, on a les instruments de vol, proprement dit. Sur la platine centrale, on a la partie moteur, la partie pressurisation. Dessous les commandes, on voit les manettes de gaz, on voit les manettes de mélange, on voit la console radio, les compensateurs de vol, parce qu'il est encore totalement manuel. Et toute la partie au-dessus, c'est la partie électrique, où vous avez courant alternatif, courant continu, le dégivrage,
toute cette Les partie-là, elle est break. anti-défauts aussi, les manettes doubles, là. Exactement. Alors vous avez au milieu les 2 mises en drapeau automatiques. Alors c'est un avion qui est un peu particulier parce que vous avez vu que, vu de l'extérieur, on a des tubes pitot au-dessus des moteurs. C'est des tubes pitot qui étaient là pour assurer la sécurité en cas de panne au décollage. Une perte de puissance au décollage était détectée automatiquement et les moteurs passaient en drapeau. D'accord. Hein? S'il n'y avait pas encore de système de mesure de couple qui permettait de faire ce genre de choses. Et là, c'était petit inconvénient, je dirais. S'il y avait une grosse rafale de travers, on pouvait avoir une mauvaise détection. Une mauvaise détection, ouais. Voilà. On essaiera de vous les montrer en sortant les pitos au-dessus des moteurs. Et juste une question, Vincent, tu as piloté cette machine. Oui. Chaque fois que tu vois ce cockpit, là, ça te fait quoi? Oh je m'y retrouve. Elle était comment à piloter cet avion était parfaitement adapté à la formation des pilotes. Dès qu'on est sur un multimoteur, c'est un avion, dès qu'on coupe un moteur, on a un couple qui est assez sensible. Quand on met plein pot sur un moteur, on a une désymétrie de vol qu'on se ressent. Et si votre élève ne met pas la bille à zéro, l'avion ne monte pas. Hein, c'est clair, c'était assez précis. Quand vous faites des pannes au décollage par temps chaud, quand vous faites des pannes au décollage par temps chaud, c'est un sacré problème. Alors quand c'était à Ajaccio, on sautait les planches à voile. Hein, voilà. Bon, on va enchaîner. Allez, on va enchaîner. On va pas être trop long. Alors, je vous parlais de l'odeur, l'huile, là, cet avion. Il sent le kérosène. Il sent le kérosène, voilà. Alors, je vais vous dire pourquoi. Et puis, il commence à faire chaud. Ouais. Alors, tout simplement parce que les réservoirs principaux, ils sont juste là au-dessus, de chaque côté, là. Ils sont dans l'aile. Il y a 2400 kilos par... 2400 livres par réservoir. Par réservoir, d'accord. Et puis... l'autonomie de cet avion, là, Alors, mon plus long vol, moi, j'ai fait 4h30. 4h30. C'était entre où et où, tu te rappelles? Alors, moi, je me souviens très bien. J'ai fait Berlin à Ajaccio, avec Touch and Go à Francfort, Touch and Go à Strasbourg, Touch and Go à Chambéry, et revenir sur Ajaccio avec les réserves. Et je me souviens, c'était un avion qui était déjà de conception moderne, puisque j'avais fait calculer les poids au décollage, les masses de carburant. Et le suivi du carburant, mes élèves étaient arrivés à avoir un écart de 20 litres entre Berlin et Ajaccio sur le calcul. Vue de l'extérieur. Et puis ce magnifique Nord 262, les pitos. Ah oui, effectivement, on les voit vachement. Voilà. Alors c'est la version du Bastan 6 qui a ces tubes pitot au-dessus des moteurs. Ah oui. Oui, donc ça c'est plutôt spectaculaire. Ouais. Voilà. Superbe. C'est un très bon avion d'entraînement, un peu léger, je dirais, en termes de charge. Décoller à pleine charge, c'était un petit peu, on était un peu à limite. Hein. Il a l'air de Fokker 27 là de profil. Oui. Hein, mais c'est très clair. On peut dire que celui-là, c'est l'ancêtre de la TR-42. Ah oui. Hein, puisqu'il est pressurisé et il permet de pouvoir monter, puisque son plafond c'est 8400 mètres. D'accord. Ah ouais, d'accord. C'est voilà. Magnifique. Allez, on va continuer. À tout à l'heure. Alors, je disais qu'on est sur un aérodrome champêtre, vous voyez, une piste en herbe. Il y a même 2 pistes, c'est un aérodrome à usage restreint et qui héberge toute l'activité d'aviation de loisirs de la métropole de Lyon et même du département du Rhône probablement, puisqu'il y a du parachutisme, du vol à voile, donc du planeur, les ailes anciennes, on en a parlé, qui font voler des avions historiques, il y a une école de pilotage, il y a des constructeurs amateurs et il y a des aéromodélistes. Regardez derrière là, on va revenir tout à l'heure dans ce hangar. Hein, vous voilà. avez vu un petit peu ces machines là? Le camp du Drador. Vous allez voir. Alors on a 4000 m² d'exposition, on est un peu à l'étroit, mais pour autant on a essayé d'abriter le maximum d'avions qui sont à notre disposition. On a même été obligé de refuser des aéronefs faute de pouvoir les abriter. On va faire une petite visite un peu de manière chronologique. Voilà, donc on va commencer par... le hangar où il y a nos aéronefs les plus anciens. Qui est aussi le hangar Nord. C'est ça. Voilà. C'est traditionnellement le hangar qui héberge nos appareils les plus anciens, mais comme on est contraint en termes de place, on a été obligé de faire en fonction de la place disponible. Celui-là n'est pas le plus ancien, et pour autant, ce n'est pas un avion de bande dessinée, c'est le Cri-Cri, c'est le plus petit bimoteur du monde. Voilà. Alors, on va commencer ici.
Présente-toi d'abord, François. Alors, moi, je suis un escroc, c'est-à-dire que je ne suis pas issu de l'aéronautique. Mon métier, c'était médecin, réanimateur. J'ai fait ma carrière dans un service de grands brûlés. Les journalistes aussi sont des escrocs. Et en fait, ce qui unit les gens de cette association, c'est la passion. Et ce qui est intéressant, parce que la passion, ça nivelle les classes sociales, ça nivelle les cultures, ça nivelle les différences religieuses. Et c'est très facile, dans une association comme la nôtre, de mobiliser les gens autour d'un projet, parce qu'il y a la passion derrière qui les mobilise. Et comment tu as atterri là alors? Moi, j'ai atterri là en voyant un article dans la presse et un copain qui m'a dit il y a un musée d'aviation à Corba. Je dis mais c'est pas possible. Je suis passionné d'aviation pendant toute ma carrière. Et je suis un des seuls, vous savez, beaucoup de pilotes ont été encouragés dans le métier par leur instructeur. Moi, c'est exactement l'inverse. C'est un instructeur, je suis un des seuls dont l'instructeur a dégoûté d'apprendre à piloter. Ah oui? Oui, oui. Je suis à l'autre bout de la courbe de Gauss. Tu as été réanimateur. J'étais réanimateur, le oui. chat. Oui, oui, Fred dit personne n'est réanimateur, parfait. Il peut peut-être faire quelque chose pour ton micro. Alors, j'espère que tu parlais de tout à l'heure, Alfred. Hein. Maintenant, tout marche bien, rassure-nous. Hein. Bon, alors, nous sommes à l'entrée du hangar nord. Exactement. On va aller se balader. En Ouais. gros, en résumé, on trouve ici les machines. Théoriquement, les machines les plus anciennes. Voilà. Ici, vous avez le Santos Dumont Demoiselle. C'est, Ah oui. en gros, c'est l'ancêtre de l'ULM. L'ancêtre de l'ULM, Voilà. avec le 1909. on aperçoit le réservoir d'essence qui est juste au-dessus du pilote, là-bas. Voilà. Alors ça, Moteur de 30 chevaux. le Demoiselle, il est à l'échelle 1. Hein. Exactement. Voilà. Il a l'échelle 1. L'original était construit en bambou. Et c'est Ouais. un avion qui a volé en 1909. Et cette réplique a été construite par nos amis de Aéro Rétro, qui est à Saint-Rambert-d'Albon, au sud de nos installations. Alors c'est ça la magie aussi, on a le Demoiselle juste au-dessus du Fouga Et du Cricri, ouais. et du Cricri. Alors le Cricri, ouais, 2 moteurs de 15 chevaux à la base des moteurs de Eh oui. tronçonneuse. Et ça, pour autant, c'est un avion qui passe la voltige et qui vole à 250 km/h. C'est grave, c'est fait. Et la version électrique a le record du monde de vitesse pour avion électrique. Alors on va avancer un petit Voilà. peu. On va Et avec faire une le- équivalence entre le poids du pilote et le poids de l'avion. Ouais, c'est ça. Donc un avion des années 50, un avion école, Morane Saunier 733, peint en jaune pour des raisons de visibilité. Donc c'est une salle de classe volante, hein, comme disait Bernard Chabert. Et Ouais. au-dessus, c'est une maquette à l'échelle 1,5 de l'avion qui a fait le premier vol dans la région Rhône-Alpes en 1908, à Villeurbanne exactement. Alors le Morane par exemple, on va Ouais. voir la suite, hein. Il est arrivé quand lui? Le Morane, il est arrivé au début de l'aventure, 2007, je crois, 2007-2008. C'est Bernard qui peut nous répondre. Bernard. Le Morane, qui est propriété personnelle, Septembre 2012. il est arrivé en 2012 exactement. Et dans quel état il est Il était complètement démonté, on l'a complètement reconstitué, révisé. Il était destiné à voler. Mais finalement, l'histoire n'est pas allée jusque-là. Il ne volera pas, en tout cas, entre les mains de notre association. En tout cas, il a été restauré ici. Il a été Oui. restauré Oui, ici, absolument. oui. absolument. Comme tous les avions qui Comme sont tous les ici. avions. Ouais. Tous les avions qui sont ici ont fait l'objet d'une restauration au sein de l'association. Ici, on accepte de la part de nos techniciens et seulement que des restaurations en profondeur. Pas de restauration superficielle. Et pourquoi? Dans les limites, C'est- bien sûr, de l'accès aux techniques qui nous sont accessibles. C'est le défi, enfin, c'est la passion. de pouvoir refaire renaître. C'est la passion d'une part, et puis c'est le respect du patrimoine. Vous avez ici, dans tous ces hangars, vous avez l'image d'une part, dans l'essentiel, de ce qui a équipé nos forces aériennes nationales, et les fruits de notre industrie nationale. Pour revenir à cet avion, c'est un plan voisin. L'original est issu de Cerf-Volant. Les frères voisins étant originaires de la région, Albigny-sur-Saône. Et c'est eux qui ont créé la première usine d'aviation au monde en 1907 à Boulogne-Billancourt, dans la région parisienne. Et Zipfel, qui était le constructeur de celui-ci, est un ami d'enfance des frères voisins. Donc il a emprunté une liasse de plan, construit l'avion et il a décollé de Villeurbanne, à l'endroit où était planté l'Institut national des sciences appliquées, l'INSA, qui a une section aéronautique. Et en 2008, pour le centenaire du premier vol de cet avion, a fait une maquette à l'échelle 1,5 qui nous ont donné à l'issue des commémorations. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que devant chaque aéronef, vous avez des panneaux. Voilà. Il y a tout un parcours pédagogique, informatif, avec toute l'histoire de la machine, ses caractérististiques. Alors ça, c'est un avion qui est à l'échelle 1,5. Hein, tu Oui, nous c'est ça. disais tout à l'heure. C'est ça. Et c'est Voilà. un plan canard, vous voyez, l'empennage horizontal est Ouais. à l'avant. L'hélice est propulsive et le pilote est assis ici. Là. Alors vous avez vu, je ne sais pas si vous avez pu voir à l'image, regardez ce qu'il a, le docteur Ravat. Il a un petit laser avec J'ai un lui. petit laser. Ouais. Quand il fait ses visites,
Pour Oh, ceux qui pardon. ne suivent pas bien, ping, ils sont réveillés au laser Ah, c'est pratique. et ils savent de quoi on parle. Et les panneaux, comme tu parlais des panneaux, les panneaux Oui. servent aussi aux guides, répondre aux questions des visiteurs, parce qu'on Bien ne se sûr. rappelle pas tout. Toutes nos visites sont guidées, je pense que Bernard a dû vous le dire. Non, pas Ça, encore. ça pourrait être un désignateur laser pour les bombes des Jaguars. C'est ça. Ah. Ouais. Donc notre ADN, c'est les visites On va en parler guidées. ça tout à l'heure. Ah oui. Oui, Notre alors, ADN, c'est les visites guidées. Et du coup, les excellents retours qu'on a, c'est principalement le fait qu'il y ait des visites Alors, guidées. Il n'y a pas de ça, visite c'est- libre, quoi. c'est une des particularités du musée, effectivement, c'est que vous avez mis en place un système de visite guidée avec des... Sans réservation. Sans réservation, mais avec des guides qui sont tous formés et qui suivent Exact. tous le même, le même processus de présentation. Et ça Oui. tu as tenu, hein, c'est vraiment... Alors, il est clair que nous n'avons pas choisi la simplicité, la facilité. Nous avons choisi le plaisir des visiteurs. Parce que visiter un musée où il n'y a pas de guide, où il n'y a pas de panneaux qui permettent d'avoir un minimum d'informations sur les objets, c'est frustrant. Regarder, photographier et repartir. Je me répète, c'est frustrant. S'il y a certains moyens, audio guide et autres, un audio guide, il a appris une leçon par cœur, il ne va pas raconter n'importe quoi, ni répondre à une question. Hein. Ici, les guides d'une part, sont assez nombreux pour accueillir les visiteurs sans les faire attendre, sans obliger une durée de visite. Et puis surtout, l'intérêt, c'est qu'on peut faire approcher les gens très près des avions. On peut même les autoriser à s'asseoir dans des cockpits. Oh, alors là, on est où, là? Alors, Là, là, parce que on là, est c'est des devant machines, deux prototypes d'hélicoptères. Voilà. Il y a des Alors, prototypes aussi. celui-ci, c'est le Jean. C'est le seul hélicoptère de ce type à avoir été construit en série. La technologie est différente des hélicoptères usuels où il y a une articulation mécanique entre le moteur et le rotor. Ici, on utilise la turbine qui génère de l'air pour injecter l'air et l'éjecter en bout de pale. Donc c'est le principe de l'arroseur tournant. Le problème, c'est qu'il y a une perte de puissance qui est énorme en raison de la résistance le long de la pale, en raison de ce joint tournant qui doit être étanche. En plus de ça, le joint, il faut qu'il soit graissé, lubrifié. Donc les gens sortent de l'hélicoptère constellés de taches de graisse. Pour autant, c'est assez performant puisque cette machine qui fait moins de 500 kg a eu le record du monde d'altitude avec 8000 mètres. Est-ce que... Et c'est très rustique, ça se démarre comme une tondeuse à gazon. Il y a un lanceur ici qui fait tourner un moteur type moteur de mobilette, un moteur de temps. Et quand le moteur a une certaine vitesse, on embraye la turbine et c'est parti. Biplace. Est-ce qu'il y a des jeans en état de vol? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il a même été exploité essayé pour des besoins militaires, mais le tir de roquette faisait reculer l'hélicoptère. Et ici, un prototype construit par un ingénieur de chez Par, M. Deschaux, avec la même technologie, mais c'est un moteur d'Alouette 3. L'Alouette 3 a cette place, cette machine est péniblement biplace. C'est dire la perte de puissance liée à cette technologie qui est finalement une fausse bonne idée, quoi. Et le record d'altitude, pour en revenir au Jean, c'est du fait de sa technologie d'air comprimé ou ça Pas forcément, non, pas non, forcément. parce C'est que le fait que c'est faut une la machine puissance quand même performance pour pour aller son là. poids. C'est oui. surtout dû au rapport poids-puissance. Ouais, Ouais, c'est ça. d'accord, Et d'accord. puis, en fait, c'est un rotor bipale et Oui. il semble qu'avec cette formule, le bipale et surtout un rotor de 11 mètres de diamètre soit la solution la plus performante pour ce type de motorisation. Alors j'ai une question du chat qui depuis qu'on est rentré dans le hangar, Alfred s'interroge, le spit, c'est le spit en bois de Reims? Non, Pas du il est en tout. résine. Pas du celui-là. tout. Pas du tout. C'est un spit en c'est pas le résine. spit en bois sur Qui est planche de Kia. la réplique qui a été conçue à partir du véritable, et qui est à Duxford, en Angleterre, et qui vole. Oui, l'original, il porte le numéro de série qui est inscrit, ça doit être MH270, et c'est un TR9, c'est un hélicoptère biplace qui est propriété de Caroline Grace. Et c'est d'ailleurs, Gilles, tu dois t'en rappeler, la défunte émission Pégase, Bernard Chabert avait volé à bord de l'original. Parce qu'en fait, c'est un avion de légende, le Spit, et donc, dans les années 80 ou 90, je crois, la couronne britannique avait élevé le Spit au rang de trésor national. Et donc, obligation était faite de préserver tous les Spits se trouvant sur le territoire des îles britanniques. Donc, on a construit des maquettes à l'échelle 1 pour remplacer tous les Spits qui étaient exposés à l'extérieur sur les bases aériennes. Donc, celui-là, c'est un exemplaire de ce lot de maquettes qui a été décoré aux couleurs d'une machine qui a servi dans les forces aériennes françaises libres, dont le pilote était Jean Dabos, qui était le pilote d'essai de l'hélicoptère qu'on vient de voir. Et comme c'était le pilote le plus jeune de son unité, 18 ans, et qu'il n'arrêtait pas de se plaindre auprès de ses mécanos, ils lui ont dessiné la silhouette d'un bébé qui pleure.
Et C'est c'est pas une maquette en tout cas. Non, non, non. Elle a tourné dans le film Dunkerque d'ailleurs. Mhm. Et cette maquette nous a été donnée par le musée des miniatures et du cinéma qui est à Lyon, avec lequel on entretient des rapports assez étroits. Ouais. Et juste au-dessus, Ah, juste au-dessus, le c'est seul et unique ULM du musée. Exact. Le Exact. pouls du ciel. Et qui a été construit c'est par la un formule du aveugle. pouls du siècle. C'est la formule du pouls du ciel. Une formule qui a donné Construit par un naissance à aveugle. l'aviation populaire. Construit par un aveugle qui, à l'époque où il a construit, il avait déjà 80 ans. Et c'est son fils qui lui découpait au fur et à mesure les gabarits en carton. D'accord. C'est assez extraordinaire comme histoire. Ça aussi, c'est intéressant. Il y a des machines, Ouais. mais il y a aussi des morceaux de machines. C'est un moteur qui a été baptisé l'épi de maïs à cause de sa forme. Et c'était le plus gros moteur. À piston, À jamais piston, construit, jamais construit. 4000 chevaux selon les versions. 600 litres. 600 litres heure de carburant et 30 litres d'huile, n'oublions pas. Ouais, regardez cette. Et il servait habituellement sur des quadrimoteurs, donc vous multipliez par 4 la consommation en huile et en essence. Et vous avez une petite idée de coût de l'heure de vol. Donc il y a 28 cylindres, ça fait 56 bougies quand il faut les changer. Et il a cette forme un peu originale parce que comme c'est un moteur radial refroidi par air, pour que les cylindres qui se trouvent les uns derrière les autres soient refroidis, on est obligé de les décaler légèrement. Et donc les admissions et les échappements ont cette forme un peu oblique d'épi de maïs, d'où le surnom du moteur. Il a été dit précédemment que nous sommes un musée de l'aviation française. Oui. Or, ce moteur, il est 100% américain. Et oui. Pratt & Whitney. Pourquoi? Alors pourquoi est-il là? Eh bien tout simplement parce que bien qu'il ait été conçu au départ pour le fameux bombardier stratégique Pacemaker B-36, prédécesseur du B-52, n'est-ce pas, pour les Américains, bien entendu, il a néanmoins été choisi pour propulser un avion de conception entièrement française qui était l'Armagnac, Pardon. avion de Voilà. transport passager. Alors oui, il y en a qui ont l'œil sur le chat. Hein. Ah oui, Hein Oui, oui. Fred, il a vu la dérive là, du nord de. 220. 2200. 2200, ouais. 2200. Dans les années 60, fin 50, 60, Numéro 1 en plus. la Marine nationale a demandé aux constructeurs français, à certains constructeurs français, de développer un avion muni d'un réacteur et pour être embarqué sur porte-avions. C'est le Nord 2200 qui a été à l'époque retenu pour poursuivre des essais de développement et d'affectation, bien sûr, à satisfaction de la Marine nationale. Néanmoins, il s'est avéré que bien qu'il était prometteur dans ses performances, il a été un petit peu long du fait de l'organisation de l'époque de l'industrie, de nos industries aéronautiques. Il a été un petit peu long à développer. La Marine n'a pas voulu patienter et elle a acheté ce qu'on appelle des avions sur étagère, hein, des avions qui étaient beaucoup moins performants, qui étaient en fait une version navalisée De cet avion-là. du Vampire. Voilà, qui est juste là derrière. Alors le Vampire Enfin, qu'on voit ici, donc Oui. Le Vampire qui est ici, qui va être mis en chantier de restauration dans les jours qui viennent. il est arrivé quand au musée, le Vampire? Il y a 4 ans. 4 ans, d'accord. Alors c'est intéressant le Vampire parce que c'est un jet de première génération et on peut voir qu'il est construit en bois. C'est ça, oui. En balsa, précisément. Multicouche Exactement, la balsa. même technique que le Mosquito, c'est un plaquage de bois dans des moules et assemblé par la suite. donc là, il est prêt à. Il va être repeint. Pas prêt à voler, mais Oui. prêt à débuter. sa Alors, il y a encore restauration, beaucoup de ouais. travail Il y a dessus. beaucoup. On ne peut pas ne pas parler de cette machine mythique, à la forme mythique, au bruit mythique, l'Alouette 3. L'Alouette 3, ouais. Alors celle-ci a une histoire aussi. Elle n'était pas à l'origine rouge. Pas du tout. Elle était La verte. sécurité Verte comme la couleur des Parce qu'elle appareils était- de voilà. l'armée de terre, a priori, pour cette version-là. Alors, cet hélicoptère, Alouette de 3, nous a été mise à disposition par une association, bien que très sérieuse, très malheureuse, parce qu'elle aussi fera l'objet, je dirais, d'une réduction de ses surfaces à Grenoble, c'est le CELAG, et qui nous l'a confié pour l'abriter, ensuite nous l'a confié pour la restaurer. C'était une alouette, c'était, je me répète, une épave en provenance de l'armée de terre, mais il s'avère que nous entretenons des relations on ne peut plus agréables, amicales, avec la sécurité civile, que ce soit les hélicoptères de Dragon 69 ou que ce soit les Canadair
à Nîmes-Garons. Et nous avons voulu leur faire plaisir en la restaurant à leur couleur. Alors, restauré ici aussi? Absolument. Oui. Donc vous avez trouvé le rouge... Oui, on a même trouvé la civière Piguilhem, qui est Ouais. une civière qui se replie et qui se met dans la... Et récemment, elle est partie sur un utilisée camion, pour les nettoyages. pas loin d'ici. Elle est partie sur un camion à Bron, Ouais. lors d'une fête organisée par l'escadron hélicoptère de la sécurité civile de Bron. Ils ont exposé cette machine durant cette petite fête. C'est pas trop difficile de sortir une machine ici parce Un hélico, pas trop, on Non, remplit les pas pales. sont bien enchevêtrés quand même. Ouais. Ouais, Parce qu'il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui est resté longtemps dehors. C'est celui qui est derrière nous, non? L'ouragan, ouais, L'ouragan, on l'a prêté l'été dernier dans le cadre d'une exposition sur le parvis des Invalides à Paris, parce que cet avion, paraît-il, c'est, d'après la maison d'assaut, c'est l'ouragan qui est le mieux restauré à leur connaissance. Par contre, cette opération de Paris, des Invalides, nous a sortis de l'anonymat. N'est-ce pas, François? Oui, oui, c'est ça, Ah oui on peut le dire. C'est-à-dire Sortis de l'anonymat parce que nous sommes un musée qui est... Bon, nous aimons bien ici quand même cultiver un petit peu l'humilité. Mais cela dit, nous sommes considérés comme un des plus beaux musées de France. Mais ça ne se sait pas. Et puis cet avion qui est méconnu, en fait, c'est un avion qui est tout à fait intéressant, à tel point que la personne qui est derrière cet avion, à part Marcel Dassault, c'est un colonel qui était chef des services techniques au ministère de l'Air en 1947 et qui a dit s'il n'y avait pas eu l'ouragan, il n'y aurait probablement pas eu d'industrie aéronautique nationale. Ouais. Parce qu'à l'époque, dans les hautes sphères, on pensait que notre industrie avait tellement de retard que c'était irrattrapable et que la seule option, c'était de construire sous licence des avions conçus par d'autres. Et c'est Dassault, Marcel Dassault, qui est allé voir au ministère de l'Air en disant votre politique de prototype qui est destinée à produire un avion d'armes est un échec parce que les avions sont sous-motorisés. Moi, ce que je vous propose, c'est de construire à mes frais et en un an un avion aussi puissant que son moteur le permettra. Et il a dit, je vais partir d'une cellule que je connais bien, c'est le bloc 150 qui était le chasseur à hélice que je fabriquais pour l'armée de l'air. On connaît très bien les plans, etc. Les études de structure ont été faites. On va lui mettre le moteur le plus puissant, le Rolls-Royce NIN, qu'on va faire construire sous licence. Une entrée d'air frontale, comme ça on ne sera pas perturbé par quoi que ce soit d'aérodynamique. Les Allemands nous ont montré que pour aller vite, il fallait des ailes en flèche. On va mettre des ailes en flèche. Et pour éviter les problèmes, on va mettre l'empennage horizontal au-dessus du plan des ailes. Comme ça, le flux d'air qu'il traverse ne sera pas perturbé. Et je m'engage à construire cet avion en un an à mes frais. Donc signature du contrat en décembre 1947, premier vol en janvier 48, un truc comme ça. Magnifique. Donc, alors, Et c'est Rosanov qui a fait le premier vol. c'est Rosanov qui a fait le colonel premier vol. Rosanov. colonel Voilà. Rosanov. Donc cet avion est subsonique. Alors c'est ça qui est intéressant. Dassault, la politique de Marcel Dassault, c'est la politique des petits pas, c'est-à-dire quand Ouais. quelque chose marche, on l'utilise pour l'avion Et d'après. justement, on a un bel alignement. Donc le des successeur, nez, là. Voilà. le successeur, c'est Donc, le l'ouragan subsonique. voilà, le Mystère 4, Mystère 4, qui est le successeur. On fait l'impasse sur le Mystère Alors 2. il peut qui est passer un- le mur du son en piqué. En piqué. Voilà. Et le dernier, Le dernier, alors il est C'est- plus petit, il est plus rétréci. c'est le Super Mystère B2, Voilà, qui qui, lui, fait- qui, ouais, lui est qui est supersonique en vol palier. horizontal. Voilà. Et le Super Mystère B2 est motorisé par un moteur de conception nationale. Ce qui n'est pas le cas de ces deux-là. Ce sont deux moteurs Rolls-Royce construits sous licence. Alors, Et vous voyez, quand on inspecte un avion, quand on a enlevé son moteur, il n'y a rien dedans, quoi. quel était l'avantage d'avoir l'entrée d'air comme ça dans le nez là? Ben, à l'époque, c'est- les études aérodynamiques, en particulier en supersonique, étaient quasi inexistantes. Oui. Donc on était sûr au moins qu'on n'allait pas alimenter le réacteur par un flux d'air perturbé par quoi que ce soit. Parce qu'une entrée d'air qui est sur le côté, à la limite, on peut penser qu'il faut des dispositifs spéciaux. D'ailleurs, sur les Mirages, on le verra tout à l'heure, il y a des dispositifs de décalage de couche limite ou d'absorbeur de couche limite. Alors, Vautour 30, qui est un ancien de l'armée de l'air, qui a été pilote de chasse, dit qu'il fallait vraiment piquer pour, Oui, c'est pour possible. passer le mur du son. Oui, c'est bien possible. Le Mystère 4 a un petit radar dans le nez. Non, c'est le Mystère 4N. Mystère 4. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Le Donc, Mystère 4N, il ressemble au North American Sabre avec une petite le pointe. Voilà. donc Et voilà, l'entrée d'air Vautour, dessous. Vautour 30, tu as la réponse du musée en direct de Corba. Et le Mystère 4B, l'unique exemplaire existant, est à Bordeaux, au CAEA de Bordeaux-Mérignac. Alors Et ça, puis- on dirait vraiment Une gueule de requin. une gueule de requin. C'est vrai, ouais. Ah là là, dis donc. On dirait un F-100 super L'accent simple. américain. Et regardez, il n'y a rien dedans. Ah, mais- Précision importante, il y a eu des accidents graves avec cet avion. Et il y avait donc, lorsqu'il était stocké, ou en attente de vol, il y avait une grille ici.
il a avalé des techniciens. Il a avalé des techniciens, cet avion. Bon, comme beaucoup de musées, on a aussi un Fouga, Voilà. avion école, issu d'un planeur. J'ai une question. C'est quoi le petit monomoteur planqué derrière le SMB2? C'est un futur simulateur de vol, oui. C'est un Donc, avion de construction amateur. Il y en a deux, en Alfred, fait, tu as il y la a Rallye. réponse. Un futur simulateur de vol. Vu d'ici, ça ressemble à une cellule de rallye. Là, il y a une cellule de rallye à côté, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un avion de C'est construction un amateur. ULM qui va servir uniquement pour ça va être tronqué à l'avant et à l'arrière et ça servira pour abriter un Et on simulateur. a des planeurs aussi, Alors et on voilà, a même un super parapente. javelot. C'est ça aussi, hein. Bijave là-bas au fond, Bijave. biplace des années 70-80, et le monoplace, le Super Javelot, construit par Vasmer à Issoire. Il y a toujours des projets en permanence dans ce musée. Et en plus, ce sont des projets qui aboutissent. Parce que pour habiter pas très très loin du musée, j'ai l'occasion de venir assez souvent. On parle souvent de projets. Et puis régulièrement, eh bien, on voit des projets qui ont abouti et qui sont présentés au public. Et là, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin, tout à ouais. l'heure. On continue la visite, Allez. chef? Robert, bonjour. Qu'est-ce que vous faites au musée alors? Donc nous, on s'occupe de la restauration des aéronefs. Voilà. On va même les chercher sur les bases militaires. Et ensuite, on les amène ici et on les remet, disons, faudrait que que ce Martin soit prenne le un temps. aspect l'instant, visuel restez en chantier. intéressant. Vous êtes aussi bénévole, Pour Oui, l'instant, oui, vous bien sûr, simulez bien le sûr. chantier. passionné. Ah, voilà, Passionné. parfait. Vous pilotez? Non. On est dans le hangar qui héberge les avions embarqués, donc de l'aéronaval, et un atelier de restauration aussi. Donc c'est un hangar abri, un métallo-textile, qui D'accord. protège les avions du soleil et des intempéries, mais malheureusement pas des déjections des volatiles, ce qui est un peu dommage. Alors Vincent, voilà, tu nous expliques où on est là. Alors, on va d'abord se tourner là. On a ce quelques sera plus machines simple. mythiques aussi là. Oh là là. Alors là, il y a un brigade Alizé, hein, Fraîchement rénové. Hein. qui a été rénové l'année dernière, hein, qui a été repeint et qui est en attente. Bon, on le voit, Bien vers la bouche. Non. on le voit, Voilà. on le voit bien. Voilà. Donc c'est un avion de lutte anti-sous-marine embarqué sur le porte-avions. Celui-ci, il est arrivé en vol? Non, Parce qu'il a l'air en état non, de non, marche. parce qu'il est propre, il a été repeint. C'est pas pour ça qu'il est arrivé en vol. D'accord. Alors Donc- il était repeint ici même, Oui, oui, Dans- ici. Oui, oui. dans ce hangar. Oui, oui. Ah, dans On ce- aperçoit On n'a les- pas de cabine de peinture. On hein. aperçoit les peintres Ouais. au fond, là. La seule Y a- chose qu'on peut dire, Oui. c'est qu'on repeint l'été parce que l'hiver il fait trop froid. Ah. Oui, mais il ne faut pas qu'il fasse trop chaud non plus hein, pour Il la ne faut peinture. pas qu'il fasse trop froid non plus. Ouais, faut trouver le juste Et vous milieu, avez quoi. vu, l'aile, elle tient par ces deux goujons là. Ouais. Vous avez deux montants Ouais. et c'est ces vérins qui sont là, alors qu'on été débranchés, qui viennent bloquer l'aile en position Déployée. quand elle est à plat, en position de vol. hein. Et tout ça après, il y a un vérin hydraulique qui permet de la remonter, tout simplement pour gagner de la place sur le porte-avions et notamment sur les ascenseurs du porte-avions. hein. Combien de temps il faut pour le peindre là Enfin, combien de temps ça a pris là pour le remettre, lui refaire une jeunesse là? Ah, difficile à dire parce qu'on l'a fait en pointillé. Ouais. C'est ça. Ben, parce qu'il faut aller gratter les endroits qui peuvent être corrosés. Il faut, Ah ouais, c'est quand même- il y a du travail quand même de fond qui est Il y a important. 2000 heures de travail, minimum. Voilà. 2000 heures. 2000 heures de travail. Oui, puis il y a des. Ah, parfois, ça. on attend, c'est comme dans l'automobile, on attend des équipements complémentaires qu'on a du mal à avoir ou qu'on refabrique. L'Alizé va être présenté au public Oui. un petit peu plus tard, avec une télécommande à la disposition des guides, bien entendu, qui permettra de déplier les ailes, replier les ailes, faire descendre et remonter le radome. Eh bien, nous sommes en train de finaliser la peinture, enfin ces messieurs sont à l'œuvre, aujourd'hui encore, de finaliser la peinture du Moran Paris numéro 31. Alors ça c'est super quand même. Je rappelle que le musée nous est ouvert aujourd'hui exceptionnellement pour vous, pour Jumpseat. Il n'y a pas de public, mais ça n'empêche pas tous ces bénévoles passionnés de travailler sur les différentes rénovations. Des heures de travail, des années même. On a vu l'Alizé 3 ans hein, pour leur donner une nouvelle jeunesse. On va vous tendre le micro. Donc là, à quel stade il en est là
Il est en cours de peinture, de sa 3e couche de peinture, étant entendu qu'il y a 2 couches d'après inférieures à cette dernière couche qui est la couleur définitive, en fait, naturelle de l'avion. Et tu nous rappelles d'où il vient alors? Vous l'avez reçu quand celui-là? Alors cet avion, c'est un des rares avions dont nous avons fait l'acquisition. Dans ce musée, je précise, aucun avion n'a été acheté, aucun. Tous proviennent soit de nos forces armées, ouais, hein, dans leurs conditions, ou bien nous ont été offerts dans d'autres circonstances. Nous venons juste de finir la peinture définitive, grâce à Michel Paravano, qui est un peintre patenté, hein, d'expérience. Nous, on est là pour l'aider, pour faire les masquages. Et maintenant, il nous reste à faire la décoration de l'avion sur certaines parties avant de le monter. Et ensuite, bon, c'est le remontage complet. Je pense que là, dans 1 mois et demi, ce sera terminé, quoi, à peu près. Alors la décoration, qu'est-ce que vous allez faire alors? Il y a les cocardes, ouais, bleu, blanc, rouge, la dérive peinte en bleu, blanc, rouge, les numéros de l'avion, les différentes décorations, donc qu'on colle dessus les différentes décorations qu'on a fait faire auparavant. Toi, c'est Robert? Oui, c'est ça. Ça fait combien d'années que tu es ici au musée? Alors, je suis au musée depuis 2012. Qu'est-ce qui m'a donné envie? C'est un jour, lors d'une visite, nous avons été reçus par M. Bernard Trible, on a fait la visite, et ensuite il a demandé si il manquait un peu de volontaires. Je vais le tenir, vas-y. Il manquait un peu de volontaires. Je le tiens. Il manquait un peu de volontaires. Donc je me suis proposé, puis voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Et la plupart des gens, c'est un petit peu par le bouche à oreille et les choses comme ça. Et pas spécialement issus du milieu aéronautique. Voilà. Je rappelle qu'il y a plus d'1 centaine de bénévoles. Hein. Actuellement, dans la partie décoration et rénovation, il y a à peu près 15 à 20 personnes, mais qui ne viennent pas systématiquement. Disons qu'il y a un noyau dur de 10 personnes à peu près, voilà, qui fait de la rénovation, parce que c'est pas tout le monde qui fait de la rénovation. À côté de vous, nous avons... je vais le tenir. Michel. Alors Michel, pareil. Moi je m'occupe de l'esthétique. Donc je suis ici au musée, j'ai commencé pratiquement en 2008-2009 avec Bernard, où on avait un hélicoptère et un avion, un Mirage 3 à l'époque. Mais moi je ne suis pas en permanence, là je fais que des à-coups. Quand il y a à peindre, je viens. En renfort? Ouais, parce que je sévis aussi à l'aéroclub, donc ça fait beaucoup. Qu'est-ce que vous faites à l'aéroclub? J'ai repeint les avions aussi, puis je suis pilote aussi. D'accord. Donc voilà, maintenant je prends de l'âge, je me tasse un peu. Je fais que ce qui concerne l'esthétique. Les DR400 de l'aéroclub d'en face, c'est moi. Parce que là ils brillent, hein, ils sont magnifiques. Ça dépend lesquels, parce que maintenant ils en ont racheté un tout neuf. Mais tous ceux qui sont décorés d'une certaine manière, le jaune, le bleu et le rouge, c'est moi qui ai fait la peinture. Et j'ai sévi aussi à Oléron, l'aéroclub de Léron. Et chez Dassault, grâce à Bernard, j'ai été faire un Mirage F1 sur le parking de l'usine à Dassault Annecy. J'ai fait aussi un Mirage F1 là-bas. Pour bien comprendre, cette expertise peinture, c'est professionnel aussi? Vous avez fait, non? Ah oui, moi je suis un ancien professionnel. Et alors racontez-nous, uniquement dans l'aéronautique? Ah non, moi j'étais dans l'automobile. D'accord. Mais bon, c'est pas différent. Hein. Oui, c'est même plus facile là que dans la voiture, dans les autos. Et alors, est-ce qu'on met les mêmes peintures là que oui, pratiquement, oui, c'est du polyuréthane. Un avion qui vole toujours? Oui, c'est du polyuréthane. Polyuréthane, d'accord. Oui, c'est exactement pareil. Et on s'était renseigné à l'époque à la base de Dijon. Et j'avais été voir le chef peintre et c'est à peu près les mêmes peintures, hein, même sur les Mirage 2000 qui étaient opérationnels. Et vous peignez au pistolet? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et alors donc on voit derrière des grandes surfaces à peindre bientôt là. Ce sont les ailes du vampire, ça? Ça c'est un vampire, oui. Oui, c'est un vampire. Là on a le produit polyuréthane, un petit peu de durcisseur, le diluant il doit être dessous. Et là c'est là comment je pourrais dire, que le pistolet comme pour les tireurs, nous c'est le pistolet à peinture. Si vous n'avez pas ça, c'est même pas la peine de commencer. L'arme fatale. Voilà. Et là, alors combien de temps il faut pour le peindre là? La dernière couche,
On a commencé à quelle heure? C'était 11h30. C'est 1 heure, il nous a fallu 1 heure, 1h30. Ah oui, donc c'est quand même assez rapide. Là, c'est rapide, mais sur le Mirage 4 dedans, c'était un peu plus long quand même. On ira le voir tout à Mirage l'heure. 4. Vous avez entendu? Il y a un Mirage 4 dans le musée. Regardez derrière là. Super étendard. Super étendard qu'on a été démonté au mois de octobre et novembre sur la base de l'aéronaval d'hier et qui nous a posé beaucoup de problèmes au niveau des attaches de bidon. On ne savait pas trop comment il fallait les démonter. En plus, la corrosion aidant, oui, il a fallu y aller avec des moyens peu conventionnels, c'est-à-dire disqueuses, quoi. Donc pour cisailler les points arrière de fixation. Ouais. Et la seconde partie qui nous a posé de gros problèmes, c'est la dérive, où il y a un axe de dérive sur 4, parce qu'il y en a 2 devant là sur les petits bouts et 2 derrière. Et il y a un axe qui nous a posé des très très gros problèmes, même avec des moyens conventionnels mais un petit peu hard. On n'y est pas arrivé, donc on a employé une disqueuse pour couper l'axe. Voilà. On va avoir quelques révélations sur les secrets de rénovation. Voilà, donc ça c'était pas on n'a pas abîmé la structure. Et alors ce super étendard, tu nous rappelles en 2-3 mots d'où vient-il? De la base. Il est arrivé quand? Il vient de la base d'hier, il est arrivé au mois de novembre. D'accord. Voilà. Donc pareil, il va être un peu remis à neuf, entre guillemets, comme l'Alizé. Voilà, il va être là, c'est parti pour 2000 heures de boulot aussi, non? Par là, oui. Un peu moins quand même, ouais. Oui, oui. Jean-Pierre, c'est notre spécialiste motoriste. Moi, en particulier, je refais les moteurs. Disons que je redonne encore aussi une nouvelle jeunesse. Mécaniquement, il y a des choses à faire qu'on peut refaire pour leur redonner vraiment leur style à eux. Moi, après, je fais un remaniement de peinture à différents endroits qui leur redonne une valeur visuelle et qui est, à mon avis, beaucoup plus ludique pour les gens qui vont venir voir les moteurs. Parce qu'un moteur, c'est comme ça, c'est un ensemble de pièces mécaniques. Mais à mon niveau à moi, je les remets et je leur redonne une petite vie encore une fois. Voilà. Alors, quand tu dis petite vie, donc restaurer un moteur ici, c'est pas le remettre en état de. Non, c'est pas le. C'est le rendre. C'est le rendre beau, visible, beau, propre, pour que justement les gens s'aperçoivent de la qualité de l'ouvrage, en l'occurrence des moteurs, qu'ils soient à étoile ou même à réaction, comme ça va se faire dans quelques temps. Vous allez voir, dans le prochain hangar, il y a des moteurs, vous n'allez pas en revenir. Alors, on va terminer dans un must-see. Voilà. Là, il y a du lourd. Là, il y a du lourd, effectivement, oui. Voilà, donc on alors, a. toi, t'as un micro, hein. C'est la génération d'après des avions qu'on a vus dans le hangar nord. C'est-à-dire c'est la série produite après par Vincent Dassault, c'est la génération Mach 2. C'est ce qu'on appelle les pointus. Voilà, les pointus avec quand même des entrées d'air latérales. Ouais. Donc avec ces fameuses souris, ces troncs de cône qui rentrent et qui sortent des entrées d'air pour dévier les ondes de choc à l'extérieur de l'entrée d'air, éviter d'endommager l'entrée d'air. Et donc le Mirage 3C, c'est un avion Delta. Qui dit Delta dit vitesse d'approche rapide, longue piste, etc. Donc l'avion d'après, c'est le Mirage F1, qui a un domaine de vol élargi, même vitesse de pointe en gros, mais des vitesses basses plus facilement accessibles. Donc un vrai succès à l'export, plus que le Mirage 3. Et ici, Mirage 3C, Mirage F1. C'est des chasseurs, celui-ci est un polyvalent. Le 3C, le 3C, c'est le Mirage de Tanguy-la-Verdure, non? C'est exactement. D'ailleurs, il est aux couleurs de l'escadrille des Cigognes. Et oui. Et il porte l'insigne de la 2e escadre à Dijon. Donc c'est à Dijon qu'était l'escadrille des Cigognes, le régiment de Guinemer. Guinemer étant le patron de l'armée de l'air. Et on voit c'est des mitrailleuses en dessous là. C'est des pots de canon qui se mettent à la place de ce châssis ici. Donc on glisse les fûts des canons ici. Voilà. Et on bloque le truc dessous. C'est un canon d'EFA de 30 mm. Donc c'est des obus de 3 cm de diamètre. Superbe. Donc, Mirage F1 aux couleurs du Normandie Niemen, parce que sur nos avions on porte les marquages de régiments importants de l'armée de l'air. Normandie Niemen, c'est la seule unité alliée à avoir combattu aux côtés des Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Mirage 3R numéro 02, prototype, c'est à bord de cet avion. Donc c'est le même avion que celui-là, sauf que le radar donné a été remplacé par un radar emportant des caméras, et celui-là a servi d'avion d'entraînement pour Jacqueline Auriol, pour s'entraîner à passer un de ses records du monde de vitesse. Jacqueline Auriol, rappelle-nous qui était. La belle-fille du président Auriol, qui a fait pilote d'essai, et à part son titre de pilote d'essai, je crois qu'elle avait un CAP de couture comme formation initiale. Alors là, sur le chat, Mac du 77, magnifique, super boulot. Si je passe près du musée,
pour sûr que j'y passerai. Alors, Ben, faut qu'il y passe. Il faut pas Merci, dire. Madi 77. Il faut venir, Il faut et venir. Ils vous accueilleront les bras ouverts, surtout entre passionnés. On arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Alors, regardez. Là, on s'incline, là. Là, C'est c'est... l'avion Voilà. présidentiel. Oui, c'est ça, c'est l'avion présidentiel. Ça change, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà ce mastodonte. Bon, il s'agit ici d'un Mirage 4P. Alors, Et c'est le bijou de l'association. Alors bijou pourquoi? Parce que d'une part, c'est parmi les 62 Mirage 4A qui ont été construits, c'est celui, le numéro 28, qui a été prélevé à la fin des années 70 dans la flotte des Mirage 4A pour en faire le 4P entre les mains de Dassault à Melun-Villaroche. Il a donc été convoyé de Bordeaux à Melun dans cet objectif. Il est resté environ 2 ans là-bas. Il est sorti sous sa version Mirage 4P. Alors pourquoi P? P pour pénétration. Précédemment, l'émission consistait à larguer une bombe, n'est-ce pas? Atomique, à haute altitude. Alors que le 4P, lui, c'était pour larguer un missile, le fameux ASMP, qui aujourd'hui d'ailleurs est emporté par le Rafale, entre autres. Pendant 4 ans, donc 6500 heures de travail, à 5 personnes, pour tout démonter, tout remonter bien entendu. Mais dans quel état cet avion alors? Il n'était pas en bon état. Il était resté dehors. Absolument. On va faire le tour de la machine parce que elle est, je sais pas si on peut se rendre compte à l'image, mais merci Martin d'ailleurs pour les images. Elles sont, Non. il est vraiment imposant cet avion. Il est. Oui, puis c'est un Quand on avion, le compare avec le Mirage 3 juste à côté, c'est le double. c'est le double, hein, c'est ça. Hein. Et tu allais dire François, c'était un Oui, avion. oui, c'est un avion qui a été construit aux limites de la technologie de l'époque. Ouais. On n'avait jamais fait du vol supersonique prolongé. On s'est aperçu qu'en supersonique, le centre de portance reculait, donc l'avion piquait du nez. Pas question de braquer les gouvernes parce qu'on réduit les performances. Donc il a fallu reculer le centre de gravité pour établir l'équilibre. Et on a utilisé pour ça un transfert de poids, c'est-à-dire de carburant, dans la dérive. Il a inspiré Concorde cet avion. Les Exactement. ingénieurs C'est qui ont pour ça conçu que le Concorde, la dérive que vous voyez là-bas est parfaitement creuse. C'est un réservoir d'essence. Ah, on va aller Il y voir avait ça. 400 kilos de kérosène dedans. Et ça, les entrées d'air, par Rien que dans exemple. la dérive, il y avait du kérosène. Absolument. L'échauffement cinétique à Mach 2 échauffe la peau de l'avion jusqu'à plus de 200 degrés à peu près. Donc on a traité les instruments, il a fallu les faire recertifier parce qu'ils ne dépassaient pas 70 degrés. Et les parties les plus chaudes, par exemple les entrées d'air ici, il a fallu les traiter en titane. Je rappelle, c'est un bombardier nucléaire destiné à bombarder l'URSS. Et le seul producteur mondial de titane à l'époque, c'était l'URSS. Et comment on a fait? Eh bien, on a utilisé une filière américaine. La CIA a monté une entreprise privée fictive en Suisse qui achetait du titane pour les Américains pour des besoins prétendument civils. Et on a bénéficié de cette filière-là. Vas-y, Gilles, pardon. Le dôme, là, C'est un dôme C'est le radar de suivi de terrain. D'accord. Au début, c'était un bombardier de haute altitude. Et quand les missiles russes ont fait des progrès, on ne pouvait plus passer par en haut, il a fallu passer par en bas sous la couverture radar. Et donc, il fallait pouvoir naviguer près du sol. Il mériterait d'être davantage mis en valeur que voilà. dans ces hangars qui sont dans leur jus, quoi. Les Alors, cuillères, le parachute de queue. Ça, c'est le P. Il a servi aussi pour faire de la reconnaissance. Ah, hein. bien sûr. D'autant plus qu'il est équipé ici, non pas de la bombe à N22, mais du spot de reconnaissance. CT52 qui Voilà. contient 8 caméras. Et c'est des machines qui partaient, qui faisaient des voyages de 7-8 heures. hein. Tout à fait exact. Alors, il fonctionnait en binôme avec En un binôme. avion ravitailleur. L'avion Voilà. ravitailleur ravitaillait, transportait des pièces détachées, et transportait une chaîne qui était capable d'exploiter complètement les données photographiques et de livrer à état-major des données parfaitement interprétées. En vol, il faisait. Je ne sais pas s'il faisait ça en vol, mais en tout cas, il avait la souplesse que n'avaient pas les satellites. C'est pour ça que sa mission a duré jusqu'en 2005, alors que l'avion a été dessiné en 1959, quoi. Incroyable. Et là, on voit bien la dérive dont tu nous parlais tout à l'heure, Bernard. Oui. Donc ça, c'est une dérive de Mirage 4A. C'est quand même pas commun d'avoir du kérosène dans une dérive. hein. Ben si, c'est ce que dit, Ah oui. disent Alors. sur les avions de ligne. Tu en as dans le, tu en as aujourd'hui pour Concorde. rétablir le centre de gravité. Tout à fait exact. Il y a des transferts avec des pompes. Dans les dérives. Cher ami, Eh ben, il faut je ne lire- savais pas. Il faut lire le chat. Il faut lire le chat. Merci le chat Il ne peut pas tout de faire. nous éclairer. Alors, là encore beaucoup de moteurs. Ouais. Entre autres, le moteur de Transal qui est ici. Ouais. L'avion nous a échappé, on ne l'a pas, on devait l'avoir, mais Alors, un jour, le moteur peut-être. est arrivé Vous quand avez le même. moteur déjà. hein. Là, vous avez une belle collection de moteurs. Ah oui, là, il y a des beaux pistons. hein.
Ouais. Oh là là. Il y en a d'autres ici. C'est beau un moteur aussi. Hein. Le moteur Hercule dont nous parlions tout à l'heure, dans l'autre hangar, qui était donc le moteur du Nord Atlas, eh bien le voilà ici encore, mais là il est en coupe. D'accord. Un petit tour de Mirage 2000 peut-être. Oui, On passe un Jaguar sur notre gauche là. Voilà. Bon, De nouveau un F1. Le Jaguar Patrick Baudry. Et il est décoré au marquage qu'il portait quand Patrick Baudry pilotait. Et c'est le parrain de l'avion. Patrick, si tu nous regardes, on est au pied de l'un de tes avions. Alors voilà, merci d'être resté en ligne jusqu'à maintenant pour cette séquence. L'avion est à toi. Tu te rends compte, me dire que l'avion est à moi en parlant d'un Mirage 2000, ça fait quand même quelque chose. Non mais plus sérieusement, ça aussi le musée, c'est ce qui est super sympa. Alors pas sur toutes les machines évidemment, Non. on l'a dit tout à l'heure, il y a des panneaux pédagogiques, on peut dire ça. C'est ça, c'est ça. Des guides sur des panneaux avec l'histoire de l'avion, ses caractéristiques. Et pour certains, la possibilité de s'installer à bord. Et c'est ce qu'on va faire avec vous. Voilà, regardez. Messieurs les guides, pour la sécurité des visiteurs, passage à refermer après chaque visite de cockpit. Oh, c'est un peu les coulisses là. Jeune homme, vous avez au moins 8 ans. C'est pas l'âge, c'est la taille. La taille, Pour moi, je vais bien là. Hein, la taille, la longueur des fémurs et le poids. Alors Martin, il va venir avec moi. Hein. Donc, chers amis, avant de clôturer l'émission, on va avoir d'autres choses encore à vous montrer. Oui, il y a encore d'autres choses à voir. Mais on voulait vous montrer le musée de Corba, c'est ça aussi. Pied droit sur le siège. Tac. C'est la possibilité de prendre position à bord d'un aéronef et pas des moindres puisqu'il s'agit ici du Mirage 2000. Voilà. Donc, c'est un grand privilège pour moi de pouvoir m'asseoir. C'est la première fois que je le fais dans cet avion, en tout cas. C'est vraiment impressionnant. La visibilité est vraiment bien. L'avionique, c'est de l'avionique quand même. Hein, Martin, qu'est-ce que tu en penses? Alors, on parlait de rénovation aussi tout à l'heure. Je peux vous dire que cette machine, elle est en magnifique état. On pourrait presque penser qu'on peut la mettre en route. Tout est à l'intérieur. Tout est d'origine, je pense. Hein. Absolument. Tous les instruments. De l'altimètre au variomètre. Je ne sais pas s'il y a un G-mètre sur cette machine. Je ne sais pas si notre ami Bruno Manarange nous regarde. Peut-être qu'il pourra nous aider. Jérôme, tu es dans l'avion du capitaine Calmiti, qui a été aussi pendant longtemps le patron de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et qui aujourd'hui est à la sécurité civile. Et l'un d'entre vous me disait tout à l'heure que... Son call sign, c'était Jane. Jane. Parce que Calmity Jane. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse continuer. Moi, je vais un petit peu regarder tout ça. Non, mais c'est magnifique. Si j'ai quelque chose à partager avec vous là, c'est comme sensation, j'ai du mal à imaginer que dans cet petit espace confiné, on puisse passer des heures et passer 2 fois le mur du son, quoi. C'est assez incroyable. Alors, pied droit sur le siège. Oui. Hop. Même manip à la sortie. Tac. Voilà. Cet avion, il faudrait le voir de dessus, ou bien incliné. Et la peinture qui est dessus, c'est l'intégralité de l'écusson de l'escadron Alsace. Et il a été peint ainsi lors de la mise en sommeil à Reims de l'escadron Alsace, en 2008, si je ne m'abuse. Alors Martin est en train de prendre de la hauteur. Il va nous faire une vue Pour aérienne. nous faire une vue, voilà. Du F1 biplace à la magnifique livrée. Un drone kamikaze qui s'appelle Marula et qui a été construit par un industriel français, la Sagem. D'accord. Il y a maintenant largement une trentaine d'années. Et c'est un drone qui contenait une charge dans l'ogive, un autodirecteur programmé par l'équipage du camion duquel était lancé l'engin. Il a son petit moteur d'ailleurs de zone d'autonomie.
Et il était destiné à détruire les radars adverses, les radars mobiles, qui sont sur camion, mais c'est les radars hostiles. Voilà. Donc déjà, il y a 30 ans, oui, il y avait des drones kamikazes. absolument. Voilà. On ne peut pas ne pas faire un petit clin d'œil aussi à nos amis de la Patrouille de France. Alors cet Alpha Jet, il est arrivé comment celui-là aussi? Il est arrivé démonté de la Ouais. base aérienne de Tours où il servait d'avion d'entraînement à l'évacuation cockpit pour les pompiers de la base. Donc il a été repeint en couleur de la PAF. Il était aux couleurs de la PAF, mais il a été repeint repeint. quand même. D'accord. Et on l'a échangé contre un autre Alpha Jet dont on était destinataire. Donc celui-là n'a jamais volé pour la PAF. Si, il a volé Quand pour même. la Ah PAF, oui, oui, bien d'accord, sûr. d'accord. Alors voilà, qu'est-ce que c'est ça? Alors regardez ça. Un train principal du Mirage F1 que vous avez maintenu en vie grâce à un système ingénieux. à C'est l'arrière. ça. Normalement, ça se déploie plus vite parce qu'il fonctionne à C'est 220 pas la bars de même pression. pression, ouais. Là, on l'a fait pour des raisons de sécurité, il fonctionne à 80 bars. Mais c'est un train qui a été développé pour le Mirage 3 G, à géométrie variable. Et comme dans un avion à géométrie variable, on ne peut pas rentrer le train dans les ailes, il fallait rentrer le train dans le fuselage. Et fidèle à la politique des petits pas, Marcel Dassault a trouvé que ça donnait satisfaction. Donc il l'a réutilisé pour l'avion d'après, qui était le Mirage F1. D'accord. Et donc vous avez mis... Et nous, on le présente en dynamique parce qu'on trouve que la cinématique est intéressante. Et c'est une pièce un peu d'orfèvrerie, quoi. Oui, oui, bien sûr. Et bien si sûr. vous voyez le nom du constructeur, ça surprend toujours nos visiteurs. Mais c'est Bugatti, du groupe Snecma. Ça Devenu prend- aujourd'hui Safran. Ouais. C'est pas, c'est Safran. Safran. Voilà, donc si vous venez au musée, eh ben, vous verrez de belles machines, mais aussi des très beaux moteurs. Alors regardez, on vous l'a réservé aussi avant de terminer l'émission. Voilà, une autre animation. Turboréacteur ATA 9C. Alors, il équipait quelle machine? Prototype ah oui, Mirage 4. Mirage 3E. Essentiellement, il a fait prototype 01 du Mirage 4 aussi. Un petit arrêt au passage pour voir l'un des 8 moteurs de sustentation Oh là là, ouais, c'est vrai. du Mirage 3V, qui a Comme été une vertical. production de Dassault également, dans les années 70, et qui n'a pas eu de suite, n'a pas été adopté par l'armée de l'air, mais a servi à d'autres constructeurs, semble-t-il, n'est-ce pas? Alors Michael, 2008-6 sur le chat nous dit ce musée me fait rêver. Avant de terminer, regardez ça. Est-ce que vous avez deviné sur quelle machine volaient ces deux moteurs? Hein? Alors, il y a un petit peu de décalage entre la retransmission ici et sur vos smartphones, j'imagine. Voilà, bien sûr. FEA 31000, c'est bien les moteurs du Concorde, les Olympus. Il y a pas mal de Donc réponses. on a la chance Concorde. d'avoir... Alors, Voilà. présente-toi. Jean-Paul Fargier, j'ai la chance d'être guide bénévole au musée de l'aviation de Corbin, ce magnifique musée, et donc on a la chance d'avoir 2 des 4 moteurs Concorde. Donc ces moteurs sont d'origine bien sûr anglaise, c'est d'abord des Bristol Siddeley, rachetés après par Rolls-Royce, et c'est une alliance entre Rolls-Royce et Snecma. Alors ces moteurs équipaient le Concorde, qui est le plus bel avion qui a jamais existé hein, au niveau du civil, c'est l'avion qui a coûté le plus cher au niveau développement. Et pour résumer Concorde pouvait transporter 100 passagers à Mach 2, à Mach 2. Il faut quand même savoir que lorsqu'un avion vole à Mach 2 à 18 000, il a beau faire 18 000 mètres, il a beau faire moins 56 degrés minimum dehors, ben, sa température de peau, hein, on voit ici la maquette, la température de peau est à 100 degrés, ce qui veut dire que ben, écoutez, si on ne fait rien d'une part pendant... Voilà. Si on ne fait rien pendant 3h30, qui était en gros la temps de traversée de Concorde, si on ne fait rien, ben, au bout de 3h30, les passagers sont bien cuits. Donc il faut trouver une astuce pour refroidir la cabine. C'est une chose. Et deuxièmement, que se passe-t-il lorsque on soumet la peau d'un avion à 100 degrés pendant 2h30, c'était le temps de vol à Mach 2, et ben, le fuselage s'allonge. Ouais. Et donc Concorde s'allongeait de plus de 20 cm. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on a été obligé de développer les commandes électriques pour Concorde. On ne pouvait pas mettre de câble entre le manche à balai et les gouvernes parce que l'avion s'allongeait. Voilà. Magnifique avion. Pour résumer Concorde, c'est bien simple. Concorde, pour résumer Concorde, c'est 100 passagers dans une balle de fusil qu'on trempe dans l'eau bouillante. C'est ça. Ah oui. Très ça, belle, et ça c'est important. Et surtout, c'est pour imaginer un petit peu tous les obstacles que les ingénieurs ont dû surmonter pour faire sortir cet avion. Cet avion était l'avion le plus cher au niveau du développement.
le plus cher des avions civils au monde à développer. Hein. Donc c'est pour ça que... Et c'est franco-anglais, donc Cocorico, il faut le dire. Michael 2008-6, le Concorde m'a fait pleurer, c'est lui qui m'a donné la passion des avions en général. Tout à fait. Et vos tours de 110 passagers. 110 passagers. Oui, mais, très précis avec non, votre mais audience. c'était pas 110, c'est pas 110, c'était très rare. Il a été fait pour 100 passagers en gros, et même 90 à la fin, parce que lorsqu'ils l'ont, comment dire, modifié suite au crash de Gonesse, ils ont été obligés de réduire de 10 places la capacité. Donc il a été après plus ou moins à 90 places. Après, Et Jean-Paul, d'où te vient cette passion de Concorde, toi, alors? Écoutez, pour tout vous dire, moi dès l'âge de 10 ans, lorsque je suis arrivé dans la région, enfin pas Concorde forcément, pour l'aviation, hein, dès l'âge de 10 ans, j'allais déjà de Saint-Priest à Bron pour aller voir les avions décoller, et puis petit à petit, j'ai fini par vouloir à tout prix rentrer sur l'aéroport de Saint-Exupéry. J'ai fait en sorte d'y rentrer. Je me suis vendu à un responsable d'entreprise et c'est comme ça que finalement j'ai pu rentrer à Air Inter et puis Air France. Qu'est-ce que tu as fait alors là? J'étais mécanicien au sol et j'ai eu la chance de faire un tour Concorde. J'ai fait un New York-Paris, donc j'ai pu goûter, j'ai eu la chance, je suis conscient d'être privilégié d'avoir pu prendre cet avion. Voilà. Le 17 avril 2002, entre New York et Paris. Magnifique, voilà. Magnifique. Et on sent que tu en parles encore avec des de magnifiques souvenirs, avec émotion. Et là, il y a deux Olympus. Donc il y en a un qui a volé, qui a fait de la ligne, hein, exactement, le Concorde Air France. Et l'autre, c'était un prototype, c'est ça, hein, développement. Un moteur de développement. Voilà. Voilà. C'est magnifique. Merci d'avoir été là sur le Jump Seat. À très vite.